avec France 3. Bonjour à tous, il est midi, bienvenue dans votre journal des Alpes, le journal de l'Isère et des Deux-Savoie. Nous ferons le point dans cette édition sur l'enquête après l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Hier, après une nouvelle perquisition à son domicile, Yacine Sali a été transféré vers la section antiterroriste de la police judiciaire dans les Hauts-de-Seine. Ce matin, une conférence de presse s'est tenue sur le site d'Air Product où le travail a repris. La direction et des membres du personnel ont fait part de leur choc et de leur émotion aussi. Nous parlerons d'Annemasse. Également, la commune de Haute-Savoie a réélu ce week-end. Dès le premier tour, c'est une surprise. Son maire sortant, Christian Dupessay. De nouvelles élections municipales avaient lieu, vous le savez, après l'annulation par le Conseil d'État du scrutin de 2014 pour cause d'irrégularité sur la liste Front National. Et puis côté météo, vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il va faire très chaud cet après-midi. La canicule s'annonce pour les 3 prochains jours. Ciel voilé par endroits, sinon du bleu partout. Comptez cet après-midi 25 à 31 degrés. L'enquête se poursuit après l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier en Isère vendredi dernier. Yacine Sali, qui a avoué être l'auteur des faits, a été transféré hier en fin de journée dans les locaux de la section antiterroriste de la police judiciaire dans les Hauts-de-Seine. Les enquêteurs poursuivent ce lundi son interrogatoire. Le point sur les derniers éléments connus à la mi-journée avec Isabelle Colbrand. Après des heures de mutisme, Yacine Sali a reconnu hier être bien l'auteur du meurtre de son patron. Il l'aurait, selon ses dires, tué sur un parking juste avant de se rendre sur les lieux de l'attentat. Ce que l'on a appris, c'est également qu'il aurait eu un différend d'ordre professionnel avec cet homme 2 jours plus tôt. Hier, une perquisition a eu lieu à son domicile de Saint-Priest dans le Rhône pour récupérer notamment son passeport afin de vérifier dans quel pays il s'était rendu ces derniers temps, mais ce passeport pourrait être un faux. Yacine Sali a ensuite été transféré en fin de journée au siège de la sous-direction antiterroriste de la PJ à Levallois-Perret. Dans le téléphone portable de l'homme, un selfie pris avec la tête de sa victime, selfie envoyé, on le sait aujourd'hui, à un destinataire en Syrie. Ce dernier pourrait être un djihadiste français présent dans les zones de combat et répertorié parmi les 473 djihadistes français actuellement sur place. Selon des sources proches du dossier, l'homme serait originaire de Vesoul, parti en novembre dernier rejoindre les rangs de l'organisation de l'État islamique. Hier, environ 200 personnes, en majorité musulmanes, se sont rassemblées devant la mosquée de Villefontaine en Isère pour condamner, je cite, cet attentat diabolique. Ces gens-là sont des terroristes qui ont trahi le message essentiel de l'islam. Ne les laissons pas nous diviser, a lancé Asdine Gassi, recteur de la mosquée de Villeurbanne. Et puis le travail a repris ce matin sur le site d'Air Product, la société théâtre de l'attentat. Les salariés se sont retrouvés dans une atmosphère particulière, on l'imagine, après les images terribles de vendredi dernier. Écoutez le témoignage de Mounir, l'un d'eux, au micro de Soria Kaldoum. On a tous été surpris par un bruit, tout simplement, un bruit très fort. Et donc du coup, à ce moment-là, donc le bruit nous a fait aussi déclencher l'alarme incendie et derrière du coup on ne se pose plus la question de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Là les règles de sécurité se mettent en place et l'objectif numéro 1 c'est pas de voir ce qui s'est passé ou pas ce qui s'est passé, c'est de quitter les lieux. Et puis sachez qu'une conférence de presse est tenue aussi ce matin devant les grilles du site. La direction, par la voix du président européen d'Air Product, a exprimé toute son émotion. Écoutez-le. Il a ouvert quelques cylindres, c'est vrai. Maintenant, les produits qu'on a ici sur site, c'est des produits qui sont utilisés en général dans la plupart de l'industrie de fabrication et de construction. Je ne veux pas minimiser l'impact de ces actes, mais je ne veux pas dramatiser non plus. Et puis réaction également, mais côté politique, cette fois-ci lors de la séance ce matin du Conseil régional Rhône-Alpes. 1 minute de silence a été observée en mémoire d'Hervé Cornara, ce chef d'entreprise de Fontaine-sur-Saône, victime de l'attaque. Reportage de Daniel Pajon et Mathieu Boudet. Mes chers collègues, nous avons donc partagé les mêmes sentiments d'émotion et d'indignation face à l'attentat barbare commis ce vendredi à Saint-Quentin-Fallavier dans notre région.
Une minute de silence pour dire beaucoup l'indignation face à l'attentat barbare, la compassion à la famille et aux amis de la victime de vendredi, mais aussi une réaction distancée par rapport aux événements qui ont marqué la région lyonnaise en fin de semaine. Voltaire, il y a 250 ans, disait déjà « Ceux qui croient à Dieu plutôt qu'aux hommes vont aller jusqu'à égorger ». Donc on a assisté à cela, malheureusement. L'histoire se répète. Donc il faut faire face. Je pense qu'aujourd'hui on fait la guerre à un État islamique qui peut agir à tout moment dans n'importe quel pays. Et pour cela il faut qu'on prenne des mesures qui sont des mesures d'exception. Je pense que nous n'avons pas encore suffisamment réfléchi sur le fait que notre société ne donne pas aux jeunes des raisons de s'engager positivement pour des causes valorisantes et qu'on les laisse donc ainsi s'engager sur des causes mortifères. Le président de la région Rhône-Alpes a appelé au rassemblement pour la défense des valeurs humanistes et à l'idéal républicain, en soulignant l'importance de la confiance renouvelée à nos forces de sécurité. En Isère, moment de recueillement hier à Saint-Martin-d'Air. Une marche blanche était organisée en hommage à Luc Pouvin, 19 ans, assassiné le 20 juin dernier lors d'une fusillade. Près de 3000 personnes se sont rassemblées, familles et proches de la victime, pour dire non à la violence. Grégory Lespinasse et Johan Etienne. Le silence, puis les applaudissements. Tout un quartier s'est réuni sur cette place où est tombé il y a 8 jours le jeune Luc Pouvin, atteint mortellement d'une balle dans le cou. Une foule importante venue témoigner son soutien à une famille meurtrie. C'est très important pour nous, comme je disais hier à une personne. Je prends moi ma force ici, mon courage, et après je vais l'amener à ma sœur pour qu'elle continue à tenir le coup, et voilà. Et puis la famille en tête, un cortège de plusieurs milliers de personnes a défilé dans les rues de la commune. Baignés par le soleil, des visages souriants pour une marche, tout en blanc, sans haine, mais avec dignité, juste pour dire non à la violence. La foule s'est ensuite dirigée vers ce stade de foot, comme un clin d'œil à la jeune victime, gardien de but d'un club voisin. Frères, intimes ou amis ont alors pris la parole. Il faut que nos enfants puissent, et les frères, des sœurs, de tout ce que vous voulez, qu'on puisse vivre en paix. On est vraiment là pour rassembler, on ne veut pas véhiculer de haine, on n'est pas là, voilà. Non, c'est pas notre état d'esprit. Je veux que mon frère repose en paix et j'ai pas envie d'engendrer la haine, non, plus jamais ça. Sa force à lui, c'est d'aimer la vie. Des témoignages à la mémoire de ce jeune sportif de 19 ans, un jeune sans histoire et très apprécié. J'aimerais dire que c'était un jeune qui était bien sous tout rapport, qui était apprécié de ses amis, de ses collègues, que ce soit à l'école, que ce soit au club de foot, bien sous tout rapport. Il prônait l'amitié entre tous, entre les filles, entre les garçons, entre tous les quartiers de Saint-Martin-d'Air et au-delà. Et pour transformer ce drame en une arme contre la violence, son père, le cœur serré, a adressé à son fils un dernier hommage. On élève nos enfants, ils partent, on le sait, mais pas comme ça. Je vous demande d'applaudir mon fils. Dans l'actualité, il y a aussi ce décès en Savoie sur le Mont du Chat. Un randonneur d'une 60aine d'années a dévissé et fait une chute de 70 mètres alors qu'il évoluait au niveau du col du Roc Blanc. Alertés par des témoins de la Seine, les secours, une fois sur place, n'ont malheureusement rien pu faire. À Annemasse, en Haute-Savoie, on rejouait hier le premier tour des municipales. Le scrutin de 2014 avait en effet été annulé par le Conseil d'État pour cause d'irrégularité sur la liste Front National. Un premier tour qui n'en appellera pas de second puisque Christian Dupessay, le maire sortant, l'a largement emporté. Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. 19h30 hier soir, le bureau de vote numéro 1 de l'hôtel de ville affiche complet. Ils sont presque tous là, les votants de la journée, avec un taux de participation de seulement 28,96%. On ne peut pas dire que ces élections municipales ont passionné les Annemassiens. Et pourtant, on a fait face à une véritable bataille des cadres. À 19h35, le maire PS sortant Christian Dupessay affichait le sourire léger mais tendu aux côtés de son rival Louis Mermet. Poignée de main crispée et 2 mètres plus loin, les tensions sont palpables du côté du clan FN quand les résultats des 3 derniers bureaux de vote tombent. C'est l'émotion, c'est la joie, c'est la confiance des Annemassiens. C'est quelque chose auquel on rêvait.
le premier tour, mais là, on l'a eu. Et je pense que c'est un signal fort. Les Annemassiens nous font confiance. Les Annemassiens ne voulaient ni des tricheurs, ni des manœuvriers. Ils ont voulu la continuité. Et ce score au premier tour, vraiment, m'émeut. Le maire sortant est élu au premier tour avec 50,43% des voix. Son poursuivant, Louis Mermet, a déjà rejoint l'extérieur. Bon, c'est une déception, bien entendu, mais enfin, les Annemassiens ont choisi. Entre la continuité et le changement, ils ont préféré la continuité. Bon, c'est leur choix, bien entendu, on le respecte. En ce qui me concerne, je crois avoir fait tout ce qu'il fallait faire pour faire une campagne dynamique, brillante, avec beaucoup de jeunes autour de moi. Et bien maintenant, je vais laisser la place aux jeunes parce que c'est à eux de prendre la relève. Pour la liste Annemasse Bleu Marine, 557 voix. Le Front National a largement reculé. En 2014, il avait récolté 16,78% des voix au premier tour contre 11,51% ce 28 juin. Ce qui laisse au parti 2 sièges au conseil municipal. Je retourne comme avant, j'ai déjà un siège assuré, peut-être le deuxième, on va voir. J'attends les résultats pour le deuxième fait. Non, il n'y a pas du tout de défaite. Le maire socialiste Christian Dupesset devrait rejoindre prochainement son bureau du premier étage et son siège de maire. On poursuit avec cette information. Les pompes funèbres de Grenoble épinglées par la Chambre régionale des comptes, et cela pour le salaire de la directrice générale. 249 000 € bruts par an, un salaire qui a augmenté de 25% entre 2008 et 2012, contre 2% pour le reste des employés dans cette entreprise en partie financée par des fonds publics. C'est une des conséquences aussi de la fermeture du tunnel du Chambon qui relie l'Isère aux Hautes-Alpes. Le Tour de France cycliste va devoir modifier l'itinéraire de son avant-dernière étape. Une étape entre Modane et l'Alpe d'Huez qui ne passera donc pas par le mythique col du Galibier et privera la station de Valloire de belles retombées économiques. Bernard Portugal et Dominique Bourget. C'est l'histoire d'une fête annoncée qui n'aura finalement pas lieu. Le peloton et la caravane du Tour de France ne viendront pas à Valloire en juillet. Dans la station, le coup est dur à encaisser. Dès que ça a été annoncé hier soir, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Les gens voulaient annuler, ils pensaient que le col du Galibier était complètement fermé. Il est vrai que ça nous pose un problème, un impact économique assez important, ponctuel ce jour-là et même cette semaine-là, parce que on a des tas de camping-cars qui viennent plusieurs jours à l'avance sur cette magnifique étape qui est le Saint-Michel, le col du Galibier, et qui sont dans le Galibier, plusieurs milliers de camping-cars et qui vivent sur Valloire pendant plusieurs jours. Et un peu plus haut sur la route du col, l'heure est aussi à la grimace. Ghislaine tient un restaurant à 10 km du sommet. Pour elle, le constat est amer. Pour nous, c'est très dommage parce que le Tour de France, c'est quand même quelque chose de grandiose, surtout le col du Galibier. En plus, il y a vraiment plein de monde une semaine, 15 jours avant. Donc, on est très déçus, c'est sûr que... Mais bon. Le 25 juillet, pour l'avant-dernière étape du Tour, le peloton passera donc par le col de la Croix de Fer pour rejoindre l'Alpe d'Huez. Une modification de parcours qui laisse les passionnés de la Petite Reine sur leur faim. Par la Croix de Fer, ça sera très différent. On ne pourra pas avoir le même spectacle. Maintenant, c'est les coureurs qui feront la course. Le Tour de France sans le Galibier, il va manquer quelque chose. Du côté de Valloire, on se tourne d'ores et déjà vers le futur, avec un espoir que les organisateurs de la Grande Boucle fassent un joli cadeau à la station en remettant le col du Galibier au programme de l'édition 2016. Je vous le disais au début de ce journal, la chaleur, une très forte chaleur s'annonce pour les prochains jours dans notre région. Les températures déjà élevées vont encore grimper. Le pic est attendu samedi. Écoutez les précisions de Serge Taboulot, chef du Centre Météo France de Grenoble, au micro de Sophie Pellerin. À Grenoble, vendredi, on estime qu'il peut y avoir 39, éventuellement même 40 degrés, donc des valeurs qui peuvent atteindre ou dépasser les records connus. C'est-à-dire ? C'est-à-dire du niveau des valeurs qu'on a connues en août 2003, c'est-à-dire les records absolus. On serait au-delà de 2003 en température ? Il est possible, mais vraiment prématuré de dire qu'on serait au-delà de 2003. C'est par contre une éventualité pour la fin de la semaine qui n'est pas complètement exclue. Le lundi, vous le savez, on s'intéresse à l'actualité et à l'histoire de nos voisins alpins. Il y a 100 ans, le 24 mai 1915, éclatait la Première Guerre mondiale. Pas pour nous, mais pour les Italiens contre leur puissant voisin, l'Empire austro-hongrois. Pour ce dernier numéro de la saison, Alpes Express vous emmène sur le front dans les Dolomites. Fabrice Liégard et Didier Alban.
C'est une montagne. Pas un Monte di Sangue, une montagne de sang comme les historiens ont baptisé l'une de ses voisines. Le Lagazzuoi, il aurait lui aussi mérité pourtant ce nom, avec ses 30 000 morts au combat. De juin 1915 à novembre 1917, de ses pieds à son sommet à plus de 2700 mètres d'altitude, et jusqu'au cœur de sa masse rocheuse, tout son corps se souvient encore de l'enfer de la Grande Guerre des Hautes-Terres. Cette montagne a été complètement percée par des kilomètres de galeries, creusées aussi bien par les armées autrichiennes qu'italiennes. Aucune n'ayant pu remporter la victoire grâce à des combats sur les pentes de la montagne, chacune a tenté d'attaquer son adversaire par l'intérieur. Point de téléphérique encore pour monter ici, le 24 mai 1915, à la déclaration de guerre entre la jeune monarchie italienne et l'Empire austro-hongrois. C'est donc à pied que les chasseurs alpins autrichiens gagnaient le sommet du Lagazzuoi, après avoir abandonné leur ville de Cortina à l'armée italienne. Cortina, c'était pour eux la ville la plus au sud de l'Empire austro-hongrois. Ils ont choisi d'occuper tous les sommets des Dolomites situés au nord de la ville. Comme pour dire aux Italiens, si vous voulez avancer, il faudra d'abord nous déloger d'ici. Allaient suivre 3 étés et surtout 2 hivers de combats inhumains. Les Autrichiens au sommet à 2700 mètres, les Italiens accrochés sur les parois à une faille rocheuse située pas même 100 mètres plus bas. Les uns perforant la montagne vers le haut, les autres creusant vers le bas. 15 km de galeries de toute taille, percées dans l'unique but de satisfaire le délire des 2 états-majors, faire exploser l'armée ennemie. L'ennemi n'est pas toujours aussi bête que l'on croit. Lorsque l'une des 2 armées entendait l'autre creuser, elle savait bien ce qui allait se passer et faisait reculer ses hommes. Une fois l'explosion passée, elle remettait ses soldats en place au même endroit qu'avant, ce qui veut dire que tous ces hommes ont travaillé comme des esclaves, ont souffert le martyre pour un résultat qui est resté égal à 0. Car malgré l'explosion d'une dernière charge de 32 600 kg de dynamite en mai 1917, jamais l'armée italienne ne réussira à prendre le Lagazzuoi. Une armée sous la mitraille ennemie, dans les tranchées, des baraques à flanc de paroi, longtemps dans des uniformes d'été, taillés pour une guerre courte, certainement pas pour une guerre de sentinelles, prise au piège par le général Hivert. J'ai trouvé écrit dans des journaux intimes de soldats « J'ai monté la garde par moins 25 degrés ». Beaucoup en ont perdu la tête. Dans ces attentes interminables, pris au piège entre la peur, le gel, le froid, la faim, le manque de nourriture chaude, leur système nerveux volait en éclats. Ces soldats ont rempli les asiles, peut-être plus encore que les hôpitaux. Ils seront donc tant et tant, ces combattants du Lagazzuoi, à ne pas voir l'Autriche-Hongrie rendre les armes le 4 novembre 1918. Pas au pied de leur montagne martyre, non, mais bien au-delà de ces sommets qu'ils ont peut-être aperçus dans un dernier soupir. Là-bas, au loin, dans la plaine, 100 km plus bas, à Vittorio Veneto. Une ville au nom de victoire, une victoire au goût amer qui fera pourtant bientôt le lit des va-t-en-guerre du fascisme. Et c'est la fin de ce journal des Alpes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet alpes.france3.fr. Vous y trouverez d'ailleurs un article avec tous les bons gestes à adopter cette semaine pour bien se protéger de la chaleur. La canicule est annoncée, je vous le rappelle. Pensez aux enfants et aux personnes âgées. Prochain point sur l'information dans les Alpes, c'est ce soir, 19h, avec Valérie Chastelan. D'ici là, très bon après-midi à tous sous le soleil. Bon appétit et à très bientôt dans les Alpes.